Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Aujourd'hui, j'ai échangé avec Cyriaque Bessard. Donc Cyriaque est dans une école, travaille au sein de l'éducation nationale, dans une classe multi-âge, depuis 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans qu'il est dans la même école. Pendant 3 années, il était en grande section CP-CE1 et depuis 4 ans, il est en CE2, CM1, CM2. Et donc il a eu la chance aussi de suivre la plupart de ses élèves. Donc voilà, on a beaucoup échangé en fait sur l'organisation de sa classe. Je lui ai posé ma question habituelle, voilà, pour savoir selon lui de quoi un enfant a besoin pour bien grandir, s'épanouir, se construire. Voilà, il nous a vraiment décrit avec précision ce qu'est une école du 3e type et tout ce qu'il met en place dans sa classe. J'ai beaucoup aimé en fait ces comparaisons avec la permaculture, mais voilà, je vous laisse découvrir tout ça et je laisse place à ma conversation avec Cyriaque. Bonjour Cyriaque. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Je suis contente de te recevoir sur le podcast. Donc moi j'avais déjà vu ton nom passer plusieurs fois à l'époque où je faisais des recherches sur les travaux de Bernard Collot. Et donc voilà, j'ai eu envie de t'interviewer pour que tu puisses nous parler de ton parcours, de tout ce que tu mets en place dans ta classe. Donc voilà, si tu veux bien commencer par te présenter et nous parler Donc, de toi. oui, d'accord. Donc, je m'appelle donc Cyriaque. Je suis enseignant dans une école rurale du Gers à 3 classes. Je suis directeur de l'école aussi, avec des élèves de CE2, CM1, CM2. Je suis dans cette école depuis 7 ans et je pratique maintenant. Mes pratiques ont été basculées dans le système du 3e type il y a à peu près 8-9 ans. Lorsque j'ai découvert le livre de Bernard sur la pédagogie de la mouche ou l'école du 3e type. Voilà, donc du coup, depuis 6 ans, en fait, j'ai eu la chance de suivre les élèves qui sont arrivés quand je suis arrivé à l'école en grande section et qui viennent de passer cette année en 6e. Ah oui, donc là c'est vraiment chouette parce que tu as pu les suivre. Voilà, j'avais pu suivre toute une cohorte et j'ai encore des élèves qui sont en CM2 cette année, que j'ai eu à plusieurs reprises. Alors il y a eu un petit changement de classe à un moment, mais voilà, j'ai pu les avoir au moins 3 voire 4 ans pour certains. Ah oui, chouette. Ouais. Et quand tu as lu le livre de Bernard Collot, est-ce que tu te rappelles en fait, parce que je crois que tu as dit j'ai basculé, il me semble que tu as dit ce terme-là, Ouais, est-ce que tu c'est peux ça. nous dire, voilà, est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti en lisant son livre, ce que tu t'es dit dans ta tête, ce que ça a changé au niveau de tes pratiques? En fait, ça mettait plein de cohérence sur des petites choses que je pouvais faire, mais qui n'avaient pas un sens global sur l'ensemble des activités que je mettais en classe. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je faisais des petites choses qu'on m'avait transmises à l'UFM, mais qui pour moi, voilà, il manquait quelque chose de cohérent dans tout ça. Et ça a été vraiment un petit peu le liant de toutes mes activités. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qui donne sens un petit peu à mon travail aujourd'hui. C'est que j'ai réussi à travers ce qu'il proposait, à trouver quelque chose de global et cohérent sur Hmm. l'ensemble de mes activités. J'ai l'impression que tu mettais en place quelques petites choses, mais que ça manquait, voilà, de cohérence dans la Ouais. globalité. Quelles petites choses tu mettais déjà en place alors? Alors moi, j'avais été en formation déjà, je trouvais ça de façon assez évidente, ce qu'on me proposait sur Freinet, sur le fait que des élèves puissent être acteurs de leurs apprentissages, enfin voilà, toute cette définition qui peut être faite sur le mouvement Freinet. Et Mhm. puis, petit à petit, enfin, notamment même à l'UFM déjà, j'avais travaillé sur le fait, pour moi, ça me paraissait compliqué de dire on va tous faire la même chose en même temps. Et donc, j'avais commencé à travailler sur des plans de travail déjà, c'était mon mémoire, c'était sur la pédagogie de maîtrise à effet vicariant, ça s'appelait à l'époque. Mhm. Voilà, donc ça avait été une manière de percevoir un fonctionnement qui individualisait le travail et qui rendait possible voilà, une prise en compte de chacun, un petit peu. Voilà. Et du coup, après, j'ai pas eu un poste directement, donc je faisais un petit peu voilà, du travail, mais en tâtonnant et en n'étant pas toujours satisfait sur l'ensemble de ce que je pouvais faire. Mhm. Et tu es arrivé, au bout de combien d'années tu es arrivé dans cette école? Enfin, ou plutôt combien d'années tu as fait dans d'autres écoles avant d'arriver dans celle-ci? Je pense que ça faisait à peu près 5 ans, voilà, quelque chose comme ça, cinq Ouais. six ans, où voilà, j'ai pu. Voilà,
j'avais pas un poste fixe non plus, donc du coup, c'était difficile de se projeter dans une construction globale d'une activité. Et voilà, je faisais des petits tests et puis des choses tout à fait classiques et conventionnelles, disons. Oui, et c'est vraiment quand tu as eu ton poste à toi que tu as pu vraiment te projeter Ouais, et en fait, ce qui travailler. m'a aidé au départ, c'est que j'ai même pas eu le poste. J'étais avec une collègue et on a pu avoir pendant une année un travail vraiment de recherche et de praticien chercheur qui était hyper riche. Et c'est au moment où on a découvert ensemble en fait les ouvrages. Et nous, on avait un enthousiasme débordant même avec ça parce qu'on était voilà sur une même longueur d'onde. On avait un bâtiment avec nos deux classes. Moi, j'avais CE1, CE2, ma collègue avait CM1, CM2. Et donc, du coup, on était sur le même palier. Donc, après, voilà, on commençait à envisager voilà, plein de possibilités en ayant plus d'espace. Voilà. On s'est même un peu brûlé les ailes en voulant aller très vite. Parce que, du coup, ben voilà, on avait cette année pour commencer les choses, en sachant que je n'avais pas un poste définitif. Voilà, ça a été très riche au niveau de notre formation personnelle. Mais voilà, on n'a pas pu continuer, nous, dans ce domaine-là. Et je suis arrivé après dans une autre école, où je suis encore aujourd'hui. Voilà. Et du coup, tu avais des CE2, CM1, CM2 dès le début. Enfin, non, pas dès le Alors non, en début. fait, Pas dès le début. voilà, quand je suis arrivé, le poste, c'était un poste avec des grandes sections, des CP et des CE1. Et donc, voilà, ben, j'ai commencé à mettre en place quelques petits éléments qui, petit à petit, ont permis de construire quelque chose qui tend vers l'école du troisième type, mais j'en suis même pas encore aujourd'hui à être complètement certain que je suis encore là-dedans, mais enfin, j'y suis déjà. Mais du coup, l'idée, c'est, on est sur le chemin, quoi, et voilà, Oui. pour l'instant, j'en fais une partie. Ce que j'ai compris dans l'école du troisième type avec l'interview avec Philippe, c'est qu'en fait c'est une recherche permanente en fait. C'est pas une Exactement. méthode qu'on applique, voilà, on est en recherche permanente pour s'ajuster. Et oui, et du coup, voilà, on peut pas dire, voilà, du jour au lendemain, ben, ça y est, je fais l'école du troisième type. C'est plutôt, voilà, ben, toute cette construction. Alors, moi, ça a été aussi la construction professionnelle de mon métier, quoi, du coup. Et ça s'est fait comme ça, petit à petit, où j'ai pris les informations au sein du réseau qui a été constitué, notamment par Philippe Rulen, par Bernard Collot et d'autres, sur cette démarche de recherche. Ça m'a inspiré et j'ai aussi posé mes problématiques, on a pu construire. Voilà, c'est vraiment cette construction-là qui s'est faite aussi au sein d'un réseau. C'est vraiment pas de façon individuelle que j'aurais pu arriver à mettre en place ce système. Oui, et pour toi, c'est indispensable de pouvoir justement travailler en réseau, de ne pas être isolé tout seul dans son école? Ouais, complètement, hein, complètement. Ouais. C'est vraiment la clé pour arriver à aller au-delà de certaines peurs qu'on peut avoir sur nos pratiques, parce que c'est des choses qui ne sont pas faites de façon courante, habituelle. On peut se dire que voilà, c'est pas la manière dont non plus on a vécu notre scolarité, donc du coup, voilà, des fois c'est plus sécurisant de confronter nos doutes, nos questionnements à un groupe qui est aussi dans cette démarche-là. Oui. Voilà. Et des fois, c'est plus compliqué de le faire voilà, entre collègues qui sont au sein de l'école, par exemple. Des fois, voilà, on n'était pas sur ces mêmes discussions, quoi. Ouais. Donc, le réseau du groupe était très fort et très important. Il est encore. Oui. Et une question que je me pose, et les auditeurs il y a de fortes chances qu'ils se la posent aussi, c'est par rapport aux inspections. Tu sais, on a quand même inspecté plusieurs, de temps en temps, pas tous les ans, mais de temps en temps. Dans ces dernières années, du coup, tu as eu l'occasion d'être inspecté? Alors, j'ai été inspecté au début où je suis arrivé dans l'école où je suis encore aujourd'hui. Voilà, et moi j'ai de très bons rapports avec les inspecteurs. Il y en a eu 2 différents depuis que je suis en poste. Oui. Et j'ai été inspecté donc une fois, et effectivement, tout ça a été validé quoi par l'institution. Tout ce que j'ai pu faire, on voyait que voilà, il y avait une cohérence, il y avait un regard professionnel sur ce que je faisais. Il y avait une démarche de mettre en place des activités qui ne sont pas décontextualisées des attentes institutionnelles. On est encore là-dedans. Moi, j'essaie de faire en sorte de pas sortir de ces attentes-là, en sachant qu'on les prend sous un autre angle. Et aujourd'hui, voilà, il y a des très bonnes relations au sein de responsables supérieurs. Oui, donc c'est encourageant parce que ça prouve aux auditeurs que c'est possible de travailler autrement tout en restant dans les clous de l'éducation nationale. Exactement. Ouais. Et après, voilà, c'est à nous voilà, de déconstruire certaines barrières dont on s'est mis des limites aussi, des fois, qui nous empêchent de dire voilà, mais c'est pas possible, on va pas me le faire, on va pas pouvoir. Et en fait, si aujourd'hui, d'autant plus que on sent qu'il y a quand même une mutation là-dedans aussi. Il y a des textes aujourd'hui qui, à mon sens, nous encouragent à aller dans l'école du troisième type.
Ouais. Moi, en tout cas, le regard que j'en ai sur le socle et sur le... Voilà, il y a des choses que, pour moi, ça semble évident de la lecture que j'en ai aujourd'hui avec le lien de l'école du troisième type. Après, voilà, peut-être c'est un regard qui est forcément pas objectif, mais voilà. Et ensuite, des fois, c'est peut-être plus difficile. Après, entre collègues, des fois, vraiment, là, c'est peut-être plus difficile à faire comprendre ce qu'on veut faire. Il y a eu aussi parfois avec les familles des relations un petit peu plus conflictuelles ou compliquées il y a quelque temps pour que voilà, l'idée c'est d'instaurer aussi une relation de confiance et quand on arrive avec ses enfants et puis que l'enseignant propose des choses qu'on n'avait pas l'habitude, Oui, ça peut être ça peut déstabilisant. déstabiliser. Ouais. Ouais. Et donc j'ai essayé aussi de proposer des choses et j'ai modifié des activités en fonction aussi des certaines remarques pour que les familles se sentent en confiance et aujourd'hui je sens que ça se passe bien, quoi. Oui. Même des familles qui sont revenues me voir en disant, voilà, il y a quelques années, on avait été critique à votre égard, mais en fait, on voit que ce que vous faites, voilà, c'est construit et c'est cohérent et nos enfants apprennent, quoi. Ouais. Je vais revenir après sur le lien école-famille, parce que j'avais prévu de te poser la question, Oui. mais j'aimerais rebondir sur ce que tu disais sur les textes. Ça fait un petit moment que je les ai pas relus, mais dans mes souvenirs, c'était l'enfant au centre des apprentissages. Oui. Et j'ai l'impression que dans la démarche de l'école troisième type, ce que Philippe disait, c'était l'enfant au départ des apprentissages, tu sais, qui a ses propres projets. C'est pas l'enfant au centre, mais au départ. Est-ce que tu voudrais bien m'en parler ? Oui, alors, effectivement, en fait, à chaque fois, nous, on va mettre en place des choses pour que les enfants s'en emparent, en fait, de ces événements, de ces activités qui vont permettre de rebondir sur autre chose. Enfin, notre démarche, elle va être vraiment d'enrichir un espace pour que tout le système fonctionne et que les enfants s'emparent de tout ce qu'il y a dans ce système. Et donc, effectivement, l'enfant, c'est le moteur de tout ça, quoi. Du coup, il va s'emparer de ça. Et, voilà, je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus autrement, mais voilà, pour moi, c'est vraiment une entrée. Enfin, l'enfant fait partie et c'est aussi lui qui va construire, en fait. Le fonctionnement de la classe à travers des institutions qui vont permettre de réguler et lui accorder une responsabilité vis-à-vis des demandes qui va être faites, par exemple, lors des réunions. Et la réunion, justement, elle est quotidienne, si j'ai bien compris ? Exactement, oui. Voilà. Et est-ce elle a toujours lieu au même moment dans la journée ou comment ça se passe ? Alors, ça aussi, je l'ai construit au fur et à mesure avec les enfants. J'ai eu plusieurs petits temps de réunion, par exemple, il y a quelques années. On démarrait comme ça, sur des temps différents, avec sur chaque temps une attente particulière. On faisait une réunion de présentation, une réunion pour discuter des difficultés, des problèmes rencontrés dans la structure de la classe, une réunion pour permettre d'accueillir les informations qui venaient de l'extérieur. Voilà. Ça a été nécessaire pendant un temps pour que le groupe s'habitue à quelle est l'utilité de la réunion. Et au fur et à mesure, on a déconstruit les choses en disant, voilà, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir autant de découpage. Et puis, c'est devenu un petit peu évident que voilà, la réunion, on faisait tout ça en même temps. Et puis que voilà, d'un jour à un autre, on modifie un petit peu. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, il y a plus de présentations. Le lendemain, il y aura peut-être plus d'explications sur un problème rencontré en classe. Enfin, voilà, donc, on alterne. Et ça devient, voilà, la réunion reste, mais elle a été de plus organisée de façon globale. Oui, et on s'adapte en fonction des périodes de l'année, du groupe, toujours adaptation, quoi. Voilà, et en fait, on s'appuie aussi sur la culture de la classe. Et c'est la première fois, en fait, depuis cette année, que j'ai des élèves en CE2 et en CM1 qui arrivent dans la classe sans avoir vécu les activités que dans la classe, quoi. C'est la première fois que je les ai. Tu veux dire qu'ils n'étaient pas avec toi en grande section CP2 ? Avec moi, voilà. Et donc, du coup, c'est une première aussi pour moi d'être avec des nouveaux élèves. Et eux, ils n'ont pas construit, en fait, ces temps de réunion. Et il y a eu des moments où, en fait, les anciens qui avaient l'habitude, qui ne questionnaient plus l'intérêt d'une réunion, sont venus en discussion en disant, mais là, il y a un problème, ils présentent ça en réunion, mais il n'y a pas de sens à ce que ça vienne en réunion, c'est pas fait pour ça. Et donc ça, c'était intéressant parce que du coup, c'est pas juste une règle qui est dictée sur un mur, mais c'est que les enfants, ils vivent pleinement aussi ces temps-là. Et donc du coup, on a re-questionné le temps de réunion, quelle est son utilité, voilà, qu'est-ce qu'on vient y faire.
Et c'est vrai que les nouveaux, ben, ils ont dû s'emparer de ça et pas simplement écouter les règles, mais les livres, quoi. Oui, oui. Oui, donc l'enfant, il participe vraiment à l'organisation de la classe, quoi. C'est plus l'enseignant qui va préparer ses leçons, ses exercices chez lui avant tout seul et qui va imposer ça aux enfants. On va vraiment construire tout le travail avec les enfants. Exactement. Et moi, j'essaye de me détacher de plus en plus de ça, où il y a des temps de discussion en réunion où j'interviens presque plus sur des problématiques qu'ils évoquent entre eux pour essayer d'améliorer telle ou telle chose. J'ai l'exemple là, d'une situation où, en réunion, un élève voulait supprimer une règle sur laquelle, en fait, ça s'appelle des passeports. C'est en fait un petit permis de libre circulation où pendant les cours de récréation, enfin pendant la récréation, ils ont l'autorisation de rester en classe. Et donc, ils ont un petit carton, ça avait été aussi décidé ensemble, pour me dire, bah voilà, je suis dans la classe et moi, je sais que dans la poche, j'ai les cartons des élèves qui sont dans la classe. Ouais. Et s'il y a un problème, eh ben, on va supprimer cette possibilité d'aller en classe sans la présence. Et en fait, il y a des élèves qui ont fait la demande pour que ça n'existe plus, ce temps-là. Et après, après le questionnement, après avoir dit, pour quelle raison tu voudrais que ça n'existe plus, ce temps-là, finalement, ils n'ont pas modifié la structure. Mais voilà, moi, j'étais simplement le témoin de ces questions-là. Et ça, c'était plutôt bien parce que là, il prenait le pouvoir sur tout ce qui avait été mis en place, quoi. C'est-à-dire qu'il s'emparait vraiment des choses. Oui, et du coup, ça leur permet voilà, d'apprendre à s'exprimer, écouter, trouver les bons arguments, écouter l'autre, enfin voilà, tout. Ça. Et en plus, pendant la réunion, on essaye, depuis quelques années, moi j'ai mis en place un système qui est utilisé souvent dans les gouvernances partagées. Voilà, c'était quelque chose sur lequel je m'étais bien intéressé il y a quelques temps, et du coup, je me suis inspiré et j'ai récupéré voilà, quelques tuyaux sur l'université du Nou, notamment, qui met en place en fait des cercles de discussion avec un protocole où à chaque fois, lorsqu'une proposition arrive, on fait d'abord un tour de parole pour voir si tout le monde a bien compris, deuxième tour de parole pour voir s'il n'y a pas quel est le point de vue de chacun. Ça permet à chacun de s'exprimer, il n'y a pas que les fortes têtes qui peuvent parler à ce moment-là, par exemple. Et puis après, il y a un tour où on peut être contre, et à ce moment-là, on va plutôt dire les objections qu'on trouve à la proposition. Ça a été le cas notamment sur l'histoire des passeports. Et puis après, on fait une discussion libre, où cette fois-ci, on n'a plus besoin d'attendre son tour pour parler. Mais là, on est dans une discussion plus dynamique qui va enrichir, qui va permettre d'être plus créative. Voilà. Voilà, c'est des outils que je m'appuie là-dessus. Et tu as appelé ça comment? Parce que ça me fait penser au cercle restauratif, mais c'est peut-être pas la même chose? Alors non, c'est effectivement, il y a des cercles, c'est un cercle de discussion. Alors c'était sur la gouvernance partagée, et c'était une manière de gérer les cercles de discussion. D'accord. Là, on n'est pas dans la résolution d'un conflit, là, c'est juste sur l'organisation du quotidien, quoi. Voilà. Et là, vraiment, pour le coup, du coup, ils ont cette feuille-là qui les aide à établir un peu tout le discours de voilà, chacun prend la parole, il y a un élève qui est responsable de ça. Et moi, du coup, je suis complètement détaché de ça et j'observe, je prends des notes. Ouais. Voilà. Mais donc, ça demande aussi à l'adulte d'accepter de se mettre en retrait, de plus être celui qui dirige, qui contrôle. C'est ça. Et du coup, alors ça, c'est rigolo, mais effectivement, moi, des fois, il y a même des situations où je me dis, là, en fait, j'ai l'impression de ne pas servir à grand-chose, quoi. Pendant un moment, j'observe, voilà, ils sont tous à fond dans ce qu'ils font. Voilà, chacun va à ses activités, ils sont vraiment dans les activités, quoi. Hein. Et voilà, je me dis, c'est cool, pour l'instant, il n'y a pas besoin vraiment que je sois là, quoi. Ouais. Et ça déstabilise des fois des enseignants qui viennent dans ma classe, parce que du coup, pour les décharges de direction, il y a de temps en temps des collègues qui viennent. Alors, il y a des fois où je leur dis, écoute, si tu veux bien, laisse-les faire, et puis s'ils ont besoin de toi, ils vont venir te demander. Ouais. Et du coup, ils disent OK, et c'est vrai que ça fonctionne. Hein, et puis il y en a, ça déstabilise. En fait, ils ont besoin de se sentir utiles. Ouais. Il faut quand même que. Je dis non, regarde, là, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de toi. Ça fonctionne tout seul, laisse-les faire. Voilà, c'est rigolo, hein, mais voilà, ça. Et c'est vrai que ça demande aussi le fait de dire, je suis pas au centre. C'est ça, je suis pas au centre. Ça demande un sacré travail sur soi, tu sais, Ouais, carrément. Mais par contre, c'est super chouette. Enfin, quand les moments comme ça où justement la classe fonctionne sans toi, ça doit être vraiment jubilatoire de les voir travailler, s'organiser. Ouais. Et alors, l'année passée aussi, il y a une personne qui fait une thèse en éducation qui était venue donc à plusieurs reprises. Ça, c'était vachement riche aussi de pouvoir partager son regard
avec moi dans la classe. Ouais. Et ce qu'elle avait observé, c'était que pendant que je m'absentais quelques instants, par exemple, quand voilà, j'ai pas un bureau administratif en dehors de ma classe, donc il y a des fois, il faut que je gère des trucs sur le moment. Il y a la porte qui s'ouvre au portail, il faut que je me déplace, voilà. Ouais. Et même si je suis pas là, en fait, elle me disait, c'est la première fois que les enfants, ben, il n'y avait pas de changement. Ouais. Ils étaient dans un état, voilà, présent ou pas présent, finalement, c'était pareil, quoi. Ouais. Et ça, je me dis que voilà, là, je suis arrivé à un truc finalement qui semble être pas mal parce que c'est des bons indicateurs pour moi de dire dans quel état se trouve le groupe. Et là, c'était voilà, un indicateur positif. Quand on était enfant, enfin, je pense que tu l'as vécu aussi, quand l'enseignant quittait la classe, bah, c'était tout de suite tu sais, le capharnaüm pas possible dans la Ouais. classe, quoi. Parce qu'en fait, Et, le contrôle venait de l'extérieur, alors que là, ouais, le contrôle vient de l'intérieur. ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que et ça, c'était voilà. Moi, je pouvais l'observer de temps en temps, mais c'est vrai qu'avec le regard aussi d'une autre collègue, on se dit ouais, du coup là, ça fonctionne. Ouais, ouais. Mais dans les écoles Montessori, c'est pareil, voilà, comme le contrôle vient de l'intérieur, bah, si l'adulte voilà, sort, s'absente quelques secondes, quelques minutes, bah, rien ne change en fait. Ouais, Ouais. ouais, non, mais ouais, c'est ça, voilà. Mm. Enfin, il n'y a pas de raison parce que ça change, puisque du Ouais. coup, on est dans un élan de vie et d'activité, quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est super. Et j'aimerais rebondir aussi sur le multi-âge, parce que tu as eu donc, des Ouais, grandes sections CP-CE1, puis après CE2, CM1, CM2. Alors, bon, moi, je suis convaincue, mais voilà, il y a peut-être des auditeurs qui sont moins familiers avec le multi-âge. Est-ce que tu pourrais nous dire tous les avantages, vraiment, voilà, alors, oui. moi, il y a vraiment un point fort dans le multi-âge, c'est que je recommence jamais, en fait. Tout ce qu'on fait depuis 6 ans, Ouais. c'est voilà, la vie qui continue chaque année. On a des choses qui vont être modifiées, mais c'est une continuité. Alors ça, déjà, c'est un truc qui est très important. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne repart pas de zéro. Moi, des fois, je fais le lien avec l'école et la permaculture. C'est-à-dire que on va pas mettre chaque année, au mois de septembre, je vais pas mettre, enfin, au mois de juillet, je vais pas passer le motoculteur et on va repartir avec une terre vierge, voilà, des trucs tout neufs. Et il n'y a pas de sens là-dedans, dans la manière dont on a envie de faire évoluer les plantes au sein d'un système vivant. Et donc, du coup, bah, pour l'école, c'est pareil. C'est-à-dire que bah, il y a déjà des élèves qui sont là, il y a une culture qui est là. Et puis, bah, c'était la première année où il y avait des nouveaux qui arrivaient. Et je m'étais dit, bah, comment vont s'emparer ces nouveaux? Et le multi-âge, là, j'ai pu observer ça. C'est-à-dire qu'il y a une régulation du groupe qui va se faire par la culture et l'histoire de ce qui a été vécu par ailleurs. Mhm. Euh, L'exemple voilà, de ce qui s'est passé pendant un temps de réunion où il y a les anciens qui disaient mais non, mais voilà, c'est pas ça. Et en fait, du coup, ben, c'est vrai que d'eux-mêmes, euh, tout ce qui a été construit est intégré dans le groupe. Et donc, ben, les plus anciens ont déjà vécu des choses, donc ça va très vite pour les nouveaux de s'intégrer à ça. Et puis, voilà, les enfants aussi prennent, enfin, pas de mimétisme, mais il y a aussi, ils ont ils ont des envies qui va être suscitées par l'observation des autres. Mhm. Et ben, en voyant les autres faire comme ils le font, ben, ils se disent, ben, ouais, finalement, je m'empare de ça aussi, quoi. Mhm. Et voilà, en quelques mois, là, même ceux qui n'avaient jamais eu cette pratique-là en classe, et ben, ils arrivent à se libérer et à se sentir un peu eux-mêmes aussi dans la classe. Ouais. Puis comme tous les enfants sont différents en plus, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont nés la même année qu'ils auront les mêmes intérêts, les mêmes compétences. Ouais. Donc là, on sort de ce système-là où on range les enfants par date de naissance, ça a aucun Ouais. sens. Ah ouais, ouais. Et alors là, bah, je me souviens notamment quand j'étais avec des CP, par exemple, où voilà, il y a un moment là, c'est la lecture, ça y est, tu es en CP, tu vas lire. Ouais. Donc du coup, ça c'était un truc où j'avais pu voir que ben, il y a un élève notamment, il est en sixième aujourd'hui et pour lui, il n'y a pas de souci, hein, c'est un bon lecteur. Au contraire, voilà, il dévorait les livres. Mais toute son année de CP, ben voilà, ça décollait pas spécialement, quoi. Il était là, voilà. Mais ben, au mois de septembre, enfin le premier trimestre de son année de CE1, ben, il était parti à être lecteur et vraiment un lecteur, quoi. C'était pas juste un Mm, décodeur de ce soir, quoi. C'était quelqu'un qui prenait plaisir à lire. Et il y a eu des élèves aussi où en grande section, voilà, une maman arrive en me disant voilà, il faut que je vous dise quelque chose. Je dis ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, j'ai l'impression que ma fille sait lire. Ah ok, donc mm. Ouais. voilà, ben, voilà, donc à la fois, ça va permettre à ceux qui ont envie d'aller, enfin, qui ont besoin d'aller plus vite aussi, ben, de le faire. Mm, mm. Le temps pour certains, mais aussi on va accélérer les choses pour d'autres. Et du coup, on va pas
s'arrêter au fait qu'il ait 6 ans, qu'il faut qu'il fasse telle activité, ou qu'il ait 8 ans, il s'arrête à la fraction simple, et puis après, à 10 ans, il va aller dans les décimaux. Enfin voilà, il y a tout comme ça qui est très formaté, et qui est complètement hors sol. Et ça, voilà, on évite dans le multi-âge d'être dans une activité hors sol, quoi. C'est vrai que c'est un des points communs forts avec la pédagogie Montessori. Voilà, le multi-âge, c'est une des conditions indispensables. Et du coup, les enfants, s'ils ont besoin de plus de temps, ou si au contraire, ils avancent très vite, c'est plus un problème, quoi. On peut prendre chaque enfant là où il en est, et puis c'est parti, quoi. Exactement. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que dans l'école, on nous parle de l'école inclusive, le fait que, voilà, on doit faire en sorte que chacun puisse arriver avec ce qu'il a, avec ce qu'il est, à vivre dans l'école pleinement, quoi. Il ne faut pas qu'il se sente voilà, en difficulté parce qu'il est... voilà, c'est pas un truc qui devrait poser problème. Et là, j'ai pu voir aussi cet exemple-là avec un élève qui est arrivé il y a 1 an et demi dans l'école, où il était, voilà, je pense qu'il avec des troubles assez importants, voilà, sur les difficultés voilà, très atypiques. Mais en fait, lui, il s'est parfaitement bien aussi intégré. Les parents ont été ravis aussi de pouvoir voir que, voilà, peu importe ce qu'il était et ce qu'il avait, il a su faire des activités dans lesquelles, voilà, il s'est senti en confiance, il a repris confiance en lui, il a eu voilà, des envies de reprendre la lecture, de se sentir capable, et ça, c'était aussi la possibilité qui est offerte en multi-âge, parce que sinon, voilà, on est dans un temps trop court, quoi, pour laisser le temps aussi aux élèves de s'adapter. Ouais, ça c'est sûr. Et j'aimerais du coup repartir sur le lien entre la famille et l'école. Tu disais tout à l'heure que des fois, avec certaines familles, voilà, il manquait peut-être un peu de confiance, vu que c'était une façon de travailler différente. Et ils sont revenus quelques années plus tard en te disant, si finalement vous aviez raison. Comment t'as réussi à gérer leurs inquiétudes ? Alors, il y a eu des inquiétudes, notamment au moment où je suis passé avec le cycle 3. Oui, il y en a certains, alors, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais ils ont dû dire, oh là là, mince, on va le retrouver, alors qu'on pensait que ça était fini. Alors que c'était une chance. En fait, voilà. Et donc, du coup, je suis encore là. Et donc, du coup, ce que j'ai essayé de proposer, c'était de dire, OK, je vois qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin encore de voir un peu plus clair sur quelles sont les activités que font vos enfants. Est-ce que mon enfant fait bien les activités qu'attend l'institution? Voilà. Des choses qui rendaient un peu plus lisibles, des activités sur lesquelles c'est vrai que il y avait des retours un peu négatifs par rapport à ça. Des fois, c'est difficile d'y voir plus clair. Donc voilà, j'ai utilisé des outils qui permettaient, aujourd'hui qui permettent d'identifier vraiment de façon précise des tâches, des activités très institutionnelles, mais qui permettent de dire, voilà, il fait ça, il a telle activité sur laquelle, voilà, il a un petit peu des difficultés, mais vraiment de type scolaire, quoi, le programme, quoi. Voilà, exemple tout bête, je sais conjuguer le verbe être au présent, je sais conjuguer le verbe être à l'imparfait, voilà. Aujourd'hui, j'ai des outils qui permettent, qui sont autocorrectifs, qui permettent un suivi individualisé. Donc ça, moi, je trouve que c'est aussi intéressant par rapport à ça. Donc, je l'utilise. J'aimerais bien m'en détacher d'ici quelques temps. Là, ce sera un prochain objectif de dire, voilà, est-ce que je pourrais me passer de ça, voilà. Et voilà, donc ça a été des choses sur lesquelles ça a permis de rendre confiance. Et puis le temps a fait son affaire aussi. On voit bien que les élèves qui sont partis de les classes pour aller au collège, ils s'en sont plutôt bien sortis aussi. Enfin, c'était pas pire qu'ailleurs. Il n'y avait pas des enfants en souffrance. Voilà, il y avait aussi tout cet aspect-là où la confiance s'est construite aussi par rapport au temps qui a permis de montrer que ce qui était fait en classe, c'était pas non plus une simple folie. Oui. Et les outils dont tu parles, c'est des outils que tu as créés toi-même ou qui existent déjà dans la pédagogie Freinet ? Voilà, c'est ça. Alors, il y a des outils, il y a tout un groupe de recherche en pédagogie institutionnelle qui travaille là-dessus, qui s'appelle sur les activités PIDAPI. Oui. Voilà, c'est des ceintures de réussite. Alors moi, je n'utilise pas trop les ceintures au sens où voilà, l'idée de la motivation par la ceinture de couleur. Voilà, enfin, c'est vraiment juste quelque chose qui me permet en fait d'asseoir un petit peu une activité institutionnelle. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Des fichiers autocorrectifs de style PEMF, pareil du mouvement Freinet qui ont été mis en place. Et ce que je fais aussi, j'utilise aussi des activités de Montessori. J'ai mis en place des supports individualisés qui permettent de laisser une trace comme quoi l'enfant il a été dans cette activité, il a réussi cette activité X fois. Enfin, voilà, du coup, c'est des petits supports comme ça qui
qui montre un peu une évolution dans les réussites, aussi bien dans les manipulations que sur le papier. Parce que les fiches PIDAPI, je les ai jamais touchées, mais j'ai cru comprendre que ça manquait quand même un peu de manipulation. Et le matériel de maths, surtout le matériel de maths Montessori, est tellement, tu vois, pertinent, concret et tout ça, que ça serait dommage de ne pas s'en servir. Là, voilà, du coup, c'est aussi la richesse de mettre en place une activité dans l'école du troisième type, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, on a un peu tout ça, on peut y manipuler, on peut faire des liens. Alors, j'ai essayé maintenant de dire, voilà, regarde, sur telle activité, par exemple, PIDAPI, il y a une activité d'opération qui... Pourquoi pour toi c'est compliqué? Regarde ici, j'ai marqué, donc en plus sur les petites armoires, là, j'ai marqué la fiche qui correspond à l'activité en question. Donc du coup, par exemple, le M numéro 12, pour une question de mathématiques, on le retrouve aussi dans, par exemple, le boulier ou de chez Montessori ou les activités décimales. Enfin voilà, j'ai essayé de faire des parallèles avec tout ça et aussi via des activités qui sont sur Internet. Voilà. Donc, on peut aussi faire des activités sur des logiciels ou des activités en ligne qui correspondent à ces mêmes grilles en fait d'évaluation. D'accord. Donc ça, c'est la partie un peu qui est dans le plan de travail, si j'ai bien compris. Voilà. Du coup, c'est ça. C'est sur des temps un peu plus formels. Ils vont s'entraîner et ils vont faire ces activités-là qui permettent d'un suivi un petit peu plus institutionnel. Donc, dans ta journée, tu as des temps formels d'entraînement et il y a aussi des temps qui sont réservés à la mise en place de leur projet. Comment ça se passe? Alors, en fait, j'aimais pas trop ces moments-là parce que ça voulait dire que d'un coup, on passait en projet et là, c'était l'effervescence. Tout le monde faisait en même temps et ça devenait compliqué. J'aimais bien les temps où on pouvait chacun prendre, voilà, j'ai envie de faire ça à ce moment-là, donc je me sens mieux le matin pour commencer comme ci, l'après-midi comme ça. Donc j'avais fait ça aussi en disant dans la journée il faudra faire telle activité obligatoire et puis tu t'organises comme tu le souhaites. Donc ça est venu après, mais on a déconstruit un petit peu l'emploi du temps comme ça. Oui. Jusqu'à il y a à peu près 2 ans maintenant où j'ai mis en place une quinzaine sur lequel on fait les activités obligatoires. Et l'emploi du temps il est sur 15 jours maintenant. D'accord. Il y a une semaine on est en activité paire, une semaine paire du coup, où c'est des activités plus formelles avec un emploi du temps plus structuré, où il y a des activités qui sont communes, et une semaine impaire, où là, on est plus vraiment dans l'élan d'une école du troisième type, où il y a quelques moments obligatoires, quelques activités obligatoires, et après, on fait le lien avec tous les projets, les activités que les élèves souhaitent mettre en place. Ah oui, donc au lieu de faire matin-après-midi, c'est plutôt semaine 1, semaine 2, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, j'y trouve pour moi, ça permet d'être rassuré par rapport aux attentes institutionnelles. Je trouve que c'est confortable par rapport à ça. Parce que j'ai aussi eu des difficultés des fois, donc ça me rassure le fait de dire, au moins on peut pas me dire qu'il y a des choses qui ne sont pas faites de façon un petit peu plus formelle. Et puis ça m'a permis d'introduire des activités sur lesquelles je suis un peu le meneur de l'activité. Voilà, je sais qu'il y a des temps de semaine paire où je vais pouvoir proposer cette activité-là. Je trouve que c'est plus légitime maintenant de les proposer comme ça. Ça n'arrive pas comme un cheveu sous la soupe. Et un exemple, par exemple, pendant les semaines paires, alors bon, c'est pas une activité qui a déplu aux enfants, mais on part tous les mercredis matins en semaine paire en forêt. Et ça, en fait, c'est une activité qui a été imposée du coup. C'est pas eux qui ont décidé ça. J'avais envie de faire des journées, enfin des matinées en forêt. Ouais. Et ça, du coup, c'est dans le mercredi matin des semaines paires. Ça ne serait pas pendant les semaines impaires, par exemple. Nous, c'est plutôt des activités qui sont menées par les enfants et qui sont faites à la demande des enfants. Oui, donc si je comprends bien, tu as encore cette liberté de proposer quelque chose. Enfin, si tu considères que ça a un intérêt pour eux d'aller dans la nature un mercredi matin sur 2, du coup tu leur, tu leur imposes, mais tu leur, vous y allez quoi. Oui, voilà, c'est ça, ça fait partie. Et après, c'est vraiment cette structure-là. Et moi, je m'appuie sur cette structure-là pour légitimer aussi tout ce qui se passe dans la classe. Et ça m'a aidé à ne pas rentrer des fois dans des problèmes d'affect. Où en fait, le cadre, il est comme ça. Et en fait, on est dans une institution, on est dans le milieu de l'école publique, on doit aussi rendre des attentes sur les niveaux attendus à la fin de chaque cycle, etc., par exemple. Donc, j'ai pris ça en disant, on doit ça par obligation vis-à-vis de ça. Et donc, du coup, le fait de dire, on part en forêt, ça fait partie des activités sur lesquelles je mets en place une initiative.
Mm. Que je trouve légitime parce que c'est dans cette semaine-là. Mm. J'aurais été embêté de le dire, on le fait la semaine d'après. Parce que voilà, ça rendait pas juste, justement, les décisions qui sont prises à ce moment-là, dans les semaines impaires. Et attends, du coup, je me suis peut-être mélangée. Ils vont en forêt la semaine où ils sont plus La dans la semaine où il y a des création. activités dirigées, en fait. Il y a plus Dirigées. d'activités dirigées. D'accord. Et du coup, donc tu leur proposes des activités dirigées dans la forêt? Ou tu les Oui, laisses un peu alors plus comment libres? on fait, voilà. En fait, moi, maintenant, avec le recul de l'activité que je peux mener comme ça et en lien avec l'école du troisième type, souvent, je vais essayer d'abord de leur apporter quelques petites idées, activités que je propose au départ. Et après, l'idée, c'est qu'ils vont s'en emparer, la détourner, peut-être la laisser tomber ou en créer quelque chose d'autre. Donc, comme c'est pareil en classe, je le fais aussi en forêt. C'est-à-dire qu'en forêt, on arrive, on a un temps en commun, on a un temps pour aller à l'écoute de ses sensations, un petit moment d'observation, d'éveil des sens, etc. Après, je me suis inspiré d'un bouquin qui s'appelle L'école de la forêt. Et il y a des petits jeux, des apprentissages dans les bois. Donc ça, c'est un petit guide où pendant 30-40 minutes, on fait une activité guidée comme ça, tous ensemble. Et puis après, il y a un temps libre où là, voilà, ils partent explorer, ils vont voilà, créer des cabanes, là, ils vont aller se faire peur en ayant essayé d'observer les sangliers qu'ils ont imaginé voir au fond de la forêt. Enfin, voilà. Ouais, la vraie Tout leur vie, quoi. imaginaire, il passe. Voilà, dans l'imaginaire des enfants. Ouais. Mais ça, c'est la chance d'être à la campagne. J'imagine que vous n'avez pas besoin de prendre le bus ni rien. Vous sortez de Non, on l'école part à pied, là, on longe un champ et on arrive dans une forêt. Voilà, c'est super, quoi. On est à 15 minutes, on marche 15 minutes et on est en plein cœur d'une forêt. On arrive dans une clairière, c'est notre point de départ et notre accueil, avec des arbres qui forment une clé de voûte, voilà, pour rentrer dans la forêt. C'est magnifique. Ouais. Et puis, voilà, on observe. Et puis là, voilà, on est vraiment aussi dans l'observation de la vie dans la forêt, quoi. C'est-à-dire que là, depuis le début de l'année, on a observé qu'il y avait des chants d'oiseaux, il y en a de moins en moins. L'hiver arrive, enfin, voilà, du coup, tout ça, c'est... Ouais, vivre au fur et à mesure des saisons, et puis voilà, apprendre plein de choses sur la nature, quoi. Ouais. Donc ça a été cette année que j'ai commencé à faire cette activité-là, que je ne faisais pas encore les autres années. Ouais. J'avais eu envie, mais je ne savais pas comment l'intégrer, en fait, dans notre fonctionnement. Et voilà, du coup, ça c'est... Oui, comme quoi ça évolue au fur et à mesure, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, les choses se font parce que voilà, ça trouve sa place, ça rentre dans en quoi. Et tout à l'heure, donc tu as dit que tu avais eu les mêmes enfants, que tu avais pu suivre plusieurs enfants, donc de la grande section au CM2. Et ça, c'est vraiment une super opportunité. Quels étaient pour toi vraiment les avantages? Donc tu l'as dit tout à l'heure, on repart pas de zéro, on connaît l'enfant, mais qu'est-ce que tu as pu observer sur ces enfants au fur et à mesure des années? Ils avaient presque plus besoin. Enfin, moi, là, ces derniers temps, là, quand je disais que je les observais, ils avaient complètement intégré. Ils faisaient, quoi. Ils faisaient pour eux. Ils étaient dans leurs envies. Alors, voilà, ils étaient dans une école, donc ils savaient qu'il y avait des attentes, mais ils faisaient pour eux. Et du coup, là, un exemple, ça a été en début d'année de l'année passée, donc au mois de septembre, là, les CM2, un groupe de CM2 est parti pour écrire une pièce de théâtre. Et donc, du coup, en un mois, ils ont rédigé une pièce de théâtre. C'était super, voilà, c'était dense, quoi. Ouais. On dit, waouh, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, voilà, ils étaient vraiment, et ça, voilà, un début de CM2, des élèves par eux-mêmes. Voilà, je pense pas que beaucoup d'écoles puissent écrire, enfin, des élèves de CM2 comme ça au mois de septembre se lancent dans l'écriture d'un récit théâtral avec tout l'environnement qui est autour de l'Inde. Ils s'étaient inspirés de l'Inde. Ils avaient créé tout un univers avec cette pièce de théâtre. Ouais. Et donc voilà, du coup, ça a été un exemple d'élèves qui s'étaient appropriés tout ça. Ils avaient mis en place des règles de proposition, ils nous ont fait découvrir des recettes, des plats, des petits déjeuners qui avaient été mis en place parce qu'ils avaient envie de faire découvrir des activités culinaires, voilà. Et vraiment, ils ont été moteurs de ça parce qu'ils savaient que voilà, tout ça, c'était OK. C'était aussi leurs envies. Il y avait les intérêts des enfants qui étaient là, qui étaient les moteurs, quoi. Ouais, donc ils ont développé plein de compétences parce qu'ils étaient aussi enthousiastes. Voilà, ils ont choisi leur projet et du coup, voilà, c'est parti, quoi. Et il y avait des élèves aussi qui, dans ce groupe, par exemple, certains, donc ils avaient peut-être plus de difficultés à passer à l'écrit, ou je me souviens, par exemple, pour tenir, voilà, au niveau de la propreté de son cahier, au niveau de la qualité de ce qu'il faisait pendant quelques années, voilà, c'était quand même pas super, quoi.
Et puis, petit à petit, on voyait qu'ils faisaient pour eux aussi des belles choses. Et ils ont pris soin après, parce qu'ils étaient arrivés à un stade où voilà, ils faisaient pour aussi, pas simplement parce que je disais non, enfin, voilà, jamais je leur ai dit souligner un rouge à 3 carreaux, voilà. Mais du coup, ils prenaient soin d'avoir une présentation des choses voilà, ils prenaient soin de leurs activités aussi. Ouais, pour Sans eux, parce qu'ils forcément, avaient envie que ça soit beau pour eux, quoi, pas pour voilà, c'est ça, l'adulte. exactement. Et après, ça fait un peu effet boule de neige, quoi. Il y en a un qui commençait à avoir une écriture, ils s'adaptaient à leur écriture. Enfin voilà, j'ai Ouais, observé ça, quoi, chez les petits que j'avais eu quand ils étaient en CP, voilà, ils commençaient à écrire, et puis petit à petit, ils ont changé leur écriture, ils ont changé leur, voilà, tout ça, ouais, ça a été voilà, cette évolution-là qui a été intéressante aussi à voir. Euh, ouais. et puis voilà, se détacher, pas se poser la question de notre relation. Et ce qui était intéressant aussi, c'était par rapport à ce groupe, c'est que ils étaient détachés aussi de ma présence, quoi. Et ça, Mm. c'est la chercheuse qui était venue en classe, qui les avait interrogés, où elle m'a dit après coup, en fait, voilà, donc ils sont partis en sixième, mais c'était pas non plus voilà, le grand déchirement. Ben voilà, c'est aussi la vie continue. Aujourd'hui, on se voit, mais voilà, si on se croise dans la rue, ben voilà, ça reste des enfants. Mais voilà, il n'y a pas un lien non plus si fort que ça entre eux et moi, par exemple. Ouais. Voilà, c'était juste un passage et j'étais là sur leur passage, quoi. Mm, mm. Donc ça, voilà, je pense que ça a permis pour eux de se construire vraiment pleinement, Mm. d'avoir ce temps-là. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que la liberté que tu leur as offert et le multi-âge leur a permis vraiment de vivre ces situations d'apprentissage et tous ces projets, tout ce qu'ils ont développé, ça n'aurait pas pu avoir lieu si on les avait rangés par date de naissance en leur disant ouvre ton cahier et fais l'exercice 3, Oui, quoi. oui, exactement. Ouais, ouais. Et puis après, ben là, apparemment, moi, ce qui est ressorti du collège, c'est que ben, ils ont plutôt une aisance aussi à l'oral. Bah oui. Voilà, voilà, ils percutent assez bien sur les discussions. J'avais même une élève sur laquelle voilà, je pensais peut-être que voilà, elle aurait rencontré des difficultés. J'avais un petit peu peur pour une élève de me demander est-ce que voilà, en arrivant, comment ça va se passer son arrivée au collège. Et en fait, ben voilà, elle a eu des félicitations sur tous les enseignants qu'elle a en classe. Enfin voilà, donc du coup, je savais qu'il y avait des élèves pour qui voilà, Mm. ça pouvait être que positif, et il y en a Mm. même qui m'ont surpris à être voilà, sur Ouais. des résultats aussi positifs. Voilà. Ouais, c'est chouette. Et est-ce que je peux te poser des questions sur l'orthographe? Parce qu'en tant qu'enseignant, c'est toujours un peu le sujet, l'orthographe. Ouais. Comment tu t'y prenais pour que, quand ils écrivaient des textes d'eux-mêmes, pour ne pas les décourager, tu vois, en soulignant les... Enfin, voilà. Comment tu faisais pour qu'ils améliorent leur orthographe? Et bien, alors, ça dépendait de l'état enfin, ben, pareil, dans l'évolution des élèves, je savais à quel niveau ils en étaient. Donc pour certains, ben, j'ai simplement souligné au crayon en disant, ben, tiens, regarde ici. Et ils réfléchissaient, ils disaient, ah oui, j'ai oublié qu'il fallait écrire ENT parce que l'accord, voilà. Donc ça, par exemple, il y avait ces choses-là. Pour d'autres, je savais que voilà, pour eux, c'était encore compliqué, et ben, j'écrivais en dessous. Et voilà, non, ça s'écrit comme ça. Donc voilà, c'est aussi à s'adapter en fonction des élèves, mais à chaque fois, à travers les écrits, ben, il y a la correction qui prenait une place pour mettre voilà, pour intégrer des règles, pour intégrer aussi tout le lexique, voilà, le vocabulaire pour maîtriser voilà, les accords, quoi, tout simplement. Et c'est vrai qu'après, ben, simplement déjà en pointant du doigt, en disant, bah, tiens, regarde ici, ah oui, voilà. Voilà. Et à la fin, il y a même des choses, on me dit, mais il n'y a pas de correction. Je dis, bah oui, c'est normal. Du coup, il n'y avait rien à corriger. Ah oui. Donc, voilà, voilà, il y a eu ça. Et puis, en même temps, en parallèle, on faisait aussi, on fait des activités orthographes, voilà, un peu d'entraînement, d'apprentissage un petit peu voilà, classique. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'avec ce groupe-là, par exemple, on faisait des activités où, quand ils avaient besoin d'aide, ils inscrivaient sur un tableau en classe, et puis ils s'affichaient en disant, voilà, moi j'ai besoin d'aide pour telle activité, alors, par exemple les accords au féminin, voilà. Et d'autres élèves, soit ils maîtrisaient cette activité, soit ils avaient aussi besoin de ça. Et à ce moment-là, ben, ensemble, en petit groupe, moi je faisais un enseignement à ce moment-là très conventionnel, mais avec les élèves qui en avaient fait la demande. D'accord. Et voilà. Ou alors entre eux. Voilà, si quelqu'un pouvait aider un autre, voilà, ils coopéraient pour s'entraider. Voilà, c'est ça. Et ça, je pense que c'est un des éléments dans ce qu'on essaye de mettre en place sur l'école du troisième type, c'est que les choses viennent sans forcément qu'on en mette, enfin,
on soit à l'initiative, par exemple, j'ai jamais fait une demande pour dire il faudra des élèves qui fassent le tutorat, par exemple. Ou dans notre classe, on fait de la coopération. Ouais. En fait, jamais ça a été un élément sur lequel j'ai souhaité mettre en place ce genre de pratique. Mais de fait, comme les élèves vivaient ensemble, et comme voilà, naturellement, quand quelqu'un tombe, on va l'aider à se relever dans la cour, et les enfants, voilà, s'il y avait quelque chose sur lequel ils avaient une difficulté, il y en avait un qui venait l'aider, et puis ils savaient que de toute façon, aider, c'était pas juste faire à la place d'eux. Ouais. Et les choses aussi avaient été mises en place, et ça c'est sur du long terme, parce que cette année, j'ai vu que certains élèves recopiaient la correction, le fichier autocorrectif, parce qu'ils ont les réponses. Je dis, toute l'année, en fait, si tu veux, tu peux faire ça. Il y a toutes les activités, si tu veux tricher, en fait, tout ce qui est dans la classe, si tu as envie de tricher, tu peux. Donc voilà, moi, voilà, je ne vais pas te mentir, tout ce qui est là, en fait, tu as les réponses qui sont juste derrière ta feuille. Et donc, du coup, voilà, et ça, il était surpris de voir ça. Enfin, d'avoir ce retour-là. Il dit, si tu veux, vas-y, continue. Tu verras la fiche d'après, tu as aussi les réponses. Donc, du coup, à chaque fois, tu peux tout faire comme ça. C'est rigolo que tu me parles de ça aujourd'hui parce que j'ai échangé avec Sylvaine du blog Montessori mais pas que, et elle me disait exactement la même chose que toi, que voilà, il y avait certains enfants qui venaient d'arriver, si tu veux, qui n'étaient pas dans le système. Bon, elle travaille un peu différemment par rapport à toi, mais il y a quand même des points communs, ne serait-ce que sur l'autocorrection. Et en fait, voilà, elle avait eu ce cas de figure où des enfants trichaient, mais et après, elle m'expliquait, elle, que le jour de l'évaluation, ils se rendaient compte que ça servait à rien, parce que le jour de l'évaluation, ça, c'était pas autocorrectif, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a ça, et ça je l'avais pas vu depuis que j'avais eu les élèves depuis les 6 dernières années, quoi. C'est-à-dire que c'était même pas, voilà, c'est la première fois que je le voyais, en fait. Avec les nouveaux, du coup, qui sont arrivés en CE2. Voilà. Avec les nouveaux qui avaient cette idée de tricher. Et en fait, voilà, c'est même pas un terme que je n'avais jamais dit, quoi, dans la classe, ce mot-là, quoi. J'avais même oublié que c'était faisable, en fait. Comme copier, comme voilà. Oui, l'entraide s'est faite naturellement. T'es pas arrivé un matin avec tes gros sabots en disant dans cette classe on coopère, mais ça a pu se faire naturellement parce que tu as tout mis en place pour que ça arrive, quoi. Et du coup, lorsqu'on met ça en place, ça sous-tend en fait toutes ces actions qu'on essaye de mettre, et en tout cas que les textes nous disent de mettre aussi en place, c'est-à-dire instaurer de la bienveillance entre eux. Voilà. Je leur ai jamais dit, soyez bienveillants entre vous. Oui. Voilà, c'est un truc possible. Et donc, du coup, c'est pareil, là, tout ça, ça devient évident quand on laisse les choses se mettre en place et qu'on fait en sorte qu'il y ait de la vie dans la classe, quoi. Ouais. Et il y a une question que j'aime bien poser à toutes les personnes qui viennent sur le podcast, c'est de quoi un enfant a besoin pour toi pour bien grandir, s'épanouir et se construire. Alors, qu'ils se sentent en confiance, voilà, pour lui, qu'il se sente capable, voilà, donc la confiance en soi, l'estime de soi, du coup, aussi. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles je trouve que c'est important, et qu'il se sente libre de faire des choses sur lesquelles il a vraiment envie de faire. Qu'il n'essaye pas, voilà, en disant, voilà, en fait, il attend quoi de moi, quoi. Je préfère le sentir libre de faire, voilà, sur lequel, de façon spontanée, il va y aller, quoi. C'est pas quelque chose d'authentique, en fait, voilà, quelque chose qui soit authentique aussi. Et ça, on voit que, pareil, les nouveaux, ils sont pas dans ces rapports-là d'authenticité automatiquement, quoi. Oui, par rapport à ce qu'ils ont vécu les années précédentes, des choses différentes. Voilà. Et en tout cas, voilà, c'est ça. Et puis, au fur et à mesure, ça va permettre aussi la créativité. On va voir un petit peu tout ce qu'ils vont mettre en place par rapport à des... Moi, je vois, là, sur le dessin, vraiment, ça a été... Mais chaque année, il y a des groupes, là, qui... c'est hallucinant, la qualité des dessins qu'ils arrivent à faire. Voilà, moi, je suis à chaque fois bluffé sur cette manière qu'ils ont. Ils prennent le temps de dessiner. Et, voilà. Et ça, voilà. Là, on sent qu'ils se sentent en confiance, quoi. Mais le temps, ça fait 2 fois que tu le dis, et je pense que c'est aussi un des outils. Quand on laisse justement du temps à l'enfant, il peut justement aller plus en profondeur sur des choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous dessiner, j'imagine, mais ceux qui auront envie de le faire auront le temps pour progresser. Exactement. Et puis ils vont voir en fait que d'autres ont utilisé des techniques.
Donc du coup, ils vont lui demander des petits tuyaux, voilà. Et ça, vraiment, Ouais. ça c'est vraiment, cette année encore plus flagrant, quoi. Mm, mm. Et du coup, pour toi, enfin, toutes ces transformations, elles sont arrivées de manière assez progressive, j'ai l'impression. Enfin, à partir du moment où tu as eu tes grandes sections CPCE1, voilà, tu es rentré dans cette démarche, ta démarche a évolué là toutes ces années. Mais Ouais. pour toi, quelles sont les qualités qu'un adulte, enfin un adulte, un éducateur, peu importe comment on l'appelle, quelles sont les qualités qu'il doit développer pour accompagner des enfants au quotidien si on veut tendre vers cette démarche? Ben, qu'il ait peut-être, voilà, le, l'envie déjà. Oui. Voilà, parce que vraiment, c'est vraiment, ça engage une partie de sa personne. Donc du coup, c'est pas juste Mm. un, une action technique qu'on va mettre en place en fait. C'est vraiment Ouais. l'envie de vouloir faire L'élan, ça. faut avoir l'élan en fait, c'est ça que tu Ouais, veux dire, exactement. l'élan de tendre vers cette organisation. C'est ça, hein. Euh, que ça lui fasse, pour lui, qu'il y ait un sens à faire ça en fait. Voilà. Mm. Global, moi ça a été le cas et du coup, je pense que voilà. Ah ouais, si on fait ça, en fait, ça veut dire que voilà, derrière, ça sous-tend plein de Mm. choses. Donc il y a cette idée-là. Euh, qui se mettent en situation d'observateur aussi. Je trouve que Mm. ça fait partie des qualités. Si on arrive à prendre de la distance, à prendre du recul, à observer, ben là déjà on aura pas mal d'outils pour mettre en place des choses, quoi. Et puis qui soit dans une recherche, qui a Mm. envie de se lancer dans une recherche, c'est-à-dire que on ne fait pas juste appliquer, quoi. On se questionne, on rentre dans un processus et donc du coup ça signifie des allers-retours, des remises en question, du lâcher-prise, des choses qu'on croyait acquises et qui ne le sont plus, voilà, des questionnements permanents, quoi. Ça c'est vraiment sur des choses, voilà. Il y a des choses qui sont stables au bout d'un moment, sur lesquelles voilà, on a un peu des piliers qui nous permettent voilà, de naviguer de façon confortable. Et puis après, voilà, lâcher la barre du bateau, peut-être un peu de temps en temps pour laisser partir, et puis après reprendre un peu, voilà, c'est ça, c'est arriver à sentir et à jongler un petit peu de tout ça, entre le ressenti, son lâcher prise, la capacité qu'il a à se décentrer. Voilà. Mm. Oui, donc c'est quand même des qualités importantes. Enfin, voilà, on peut pas. Exactement, oui, Mm. et puis voilà, ouais, de l'écoute, et puis du partage aussi, hein, parce que ça, tout seul, ça peut pas se faire, quoi. Ouais. Partage, tu veux dire avec d'autres Un collègues. partage Mm. avec d'autres collègues, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et alors, imaginons un enseignant voilà, qui a envie de tendre vers cette démarche, commencer à s'y intéresser, a envie de mettre des choses en place dans sa classe, mais s'il est tout seul, quel conseil tu pourrais lui donner si les autres collègues dans son école ne sont pas du Ouais. tout dans cet esprit et il sait qu'il va être tout seul? Et bien, de se rapprocher du réseau d'arbustes, par Mhm. exemple, sur la liste de pratiques en mouvement qui avait été mis en place. Donc ça, déjà, c'est une première chose, en s'inscrivant là sur le réseau arbustes, en disant, voilà, je me lance, est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais. Donc ça, généralement, il y a des réponses. Et ensuite, de commencer par voilà, des petites choses sur lesquelles lui, il se sent à l'aise, Mhm. ou elle a envie de se lancer. Ne pas... Nous, on s'est quand même brûlé les ailes, on a eu un peu des ambitions trop démesurées au début. Mhm. Et donc, du coup, on sait que voilà, ça peut se faire par étapes. C'est plus rassurant. Mhm. L'idée, c'est qu'on démarre une démarche et qu'on va le faire en déconstruisant des petites choses au fur et à mesure sur des bases sur lesquelles on est aujourd'hui. C'est-à-dire, Mhm. on observe. C'est un peu à l'image de la permaculture, quoi. C'est-à-dire qu'il va Mhm. observer l'environnement dans lequel il est, petit à petit, eh ben, voir quelles sont les plantes bio-indicatrices, c'est-à-dire voilà, se dire, bah, tiens, ici, ces élèves, ils sont de telle manière, ils agissent comme ça, donc peut-être que là, on va pouvoir leur proposer d'ouvrir un peu plus des libertés là-dessus, ou de rebondir plus facilement sur ce qu'ils sont, voilà, de modifier quelques outils, utiliser des outils autocorrectifs, ça peut aider, Mhm. voilà, et puis petit à petit déconstruire des choses, quoi. Et, Mhm. voilà. Et essayer de mettre un petit peu de côté les programmes pour qu'on les ait en tête, mais que ça ne devienne pas toujours, ça soit pas notre leitmotiv, quoi. Ouais, une obsession. Ok. Ouais. Mhm. Et que ça devienne plutôt, voilà, ces problèmes, enfin, la construction des langages, c'est vraiment ça aussi sur lequel ça nous permet de faire ce basculement, quoi.
Ouais. Est-ce que là, on est dans le langage écrit? Est-ce que là, on est dans le langage mathématique, etc. Et là, ça change aussi notre perception, puisque du coup, on n'est pas juste, ah ben là, ils font les divisions parce qu'il faut qu'ils fassent des divisions, quoi. Oui, oui. Mm. Et du coup, quels sont tes projets pour les prochaines années à venir, là? Eh bien, bah, j'ai envie d'être de... Maintenant, alors c'est pareil, je fais encore des liens, hein, mais avec la permaculture. En fait, une fois qu'on a mis en place un fonctionnement, un système, une fois qu'on a commencé à voir un petit peu qu'il y a des choses qui sortent de ce système de façon positive, et ben maintenant j'ai envie de redistribuer un peu. C'est-à-dire, à l'image de ce soir, être un témoin de ce que je peux faire en classe. Ça, c'est des choses qui m'intéressent de plus en plus parce que maintenant je me sens un petit peu plus aguerri sur. Et puis voilà, je suis en position maintenant où je suis en mesure de peut-être partager un peu plus mes expériences. Ouais. J'ai envie de donner ça aussi à d'autres collègues. Ouais. Voilà, continuer un petit peu sur cette lancée d'évolution au sein d'un groupe. Voilà, continuer dans du multi-âge. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles, pour l'instant, j'envisage voilà, cette continuité. Alors, et une stabilité aussi, en fait. Depuis quelques années, j'ai réussi à trouver une stabilité parce que c'est aussi des choses qui nous remuent hein, quand on change de pratique. Et aujourd'hui, j'ai une stabilité avec ma vie personnelle, familiale et ma vie professionnelle. Et je ne veux pas aller au-delà pour ne pas aussi cogiter toute la nuit. Ça m'est arrivé plusieurs fois hein, dans les années passées. À 4 heures du matin, écrire un mail à tout le monde, je dors toujours pas. Voilà, ça j'ai passé. Donc voilà, aussi avoir d'autres centres d'intérêt. Ouais. Que l'école ne soit pas au centre de mon cerveau tous les jours. Donc ça aussi, maintenant, ça y est, j'arrive à me distancier de ça. Ouais. Et donc, continuer, mais voilà, de façon un petit peu posée. Être capable de prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin de tes élèves en classe. Exactement. Exactement. D'accord. Eh bien, écoute, je te propose qu'on termine le podcast avec 3 questions que j'aime bien poser à la fin. Ouais. Est-ce que tu aurais un coup de cœur ou un coup de gueule à partager? Alors, allez, on est sur la nouvelle année, donc j'ai envie de donner un petit coup de cœur. Ouais. Un petit coup de cœur sur, en fait, tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est au niveau de la communication et des médias qui sont pas mainstream, qui sont pas dans BFM TV et tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils de communication, nous les utilisons en classe. Ben, ces outils de communication, ils nous permettent en fait de nous éduquer à une culture qui n'est pas celle sur laquelle on a envie de nous faire façon ascendante, sur laquelle on a envie de nous donner. Donc ça, il y a aujourd'hui des émissions, des chaînes sur YouTube, des choses comme ça, sur des personnes ou la qualité de découverte qui sortent des réseaux habituels des médias et qui sont plus liés à Internet. Et ça, voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui me nourrissent et je trouve intéressante donc cette culture qui s'ouvre avec les médias. Voilà, je pense à Thinkerview par exemple. Voilà, je pense à Thinkerview? Oui, Thinkerview. Voilà, c'est des interviews. Alors c'est en dehors du système scolaire, là, hein, mais du coup, voilà, ça reste des choses sur lesquelles je trouve intéressant ou voilà, des partages de pratiques qui construisent un petit peu un autre monde et qui le montrent en dehors des grands médias. Voilà. Ça me plaît. De découvrir ça m'enrichit et je trouve ça réjouissant de savoir que voilà, il y a d'autres voies, d'autres canaux, à l'image des podcasts. Peut-être voilà, aujourd'hui, tu en es un exemple. Donc voilà, je souhaite que voilà, cette diversité enrichisse et se développe pour que voilà, les gens puissent s'approprier un esprit critique. Ok. Et est-ce que tu aurais une citation que tu aimes bien partager en lien avec l'éducation? Alors oui, voilà, moi il y a un élément qui m'intéresse, c'était de dire, Montaigne écrivait éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer des feux. Et en fait, nous avec des collègues de l'école du 3e type, on avait repris cette idée en disant qu'une classe du 3e type, c'est un système qui cherche à entretenir des feux, à les rallumer si besoin et à créer un feu partagé. Ah, c'est joli. Voilà. Donc ça avait été notre petit temps de réflexion ces dernières semaines. Partir de Montaigne, en plus, c'est classe. Ouais, on serait à peu près Montaigne. Et donc, un livre qui t'aurait marqué? Alors, tu en as déjà cité celui de Bernard Collot tout à l'heure, mais peut-être que tu en aurais d'autres à partager?
Alors, c'est en lien un petit peu avec ce que je venais de dire sur le petit coup de cœur. J'ai eu sous le sapin un petit livre qui a à peu près 1000 pages. Et c'est un beau pavé qui s'appelle Manuel indocile des sciences sociales pour des savoirs résistants. Voilà. Oula, ça veut dire quoi ça? Et bien voilà, je laisse aux éditeurs le soin d'aller voir. C'est aux éditions La Découverte. C'est voilà, un petit peu tout ce qui va nourrir les discussions sur l'année, sur voilà, les sciences sociales, mais pas simplement vu sous le regard de l'opinion de masse, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant et j'invite tout le monde à la voir. Alors, c'est pas à lire voilà, de début jusqu'à la fin, hein. C'est à prendre, à picorer de temps en temps. Voilà. Oui, ça se lit pas comme un roman. Des sciences sociales. Non, voilà. Savoir résistant. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Cyriaque, pour ce podcast. Et je te dis, voilà, bonne continuation et peut-être à bientôt. À bientôt. Voilà, en ce moment, je suis dans ma période école du 3e type. Donc voilà, après l'interview de Philippe, c'était au tour de Cyriaque. Et j'ai l'intention d'interviewer d'autres enseignants voilà, qui sont dans cette démarche. Voilà, je poursuis parce qu'en fait, même si Montessori, on le range dans le 2e type, et voilà, donc c'est pas exactement comme les écoles de Bernard Collot, le 3e type, il y a quand même énormément de points communs. Et c'est vraiment voilà, tous ces points communs voilà, qui me plaisent. Et j'espère que ce podcast vous aura permis de les découvrir. Une fois que l'enregistrement était terminé, j'ai continué voilà, d'échanger avec Cyriaque et on a un point commun, voilà, c'est que ces 2 enfants font l'école à la maison. Donc moi, mes filles ont fait l'école à la maison pendant 2 et 3 ans. Mais voilà, c'était intéressant d'échanger là-dessus et de faire du coup la comparaison entre ce qu'on vit à l'école et ce qu'on vit à la maison en tant que parent. Mais bon, ça, c'est pas dans l'enregistrement. Hein. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que si vous voulez contacter Cyriaque, il n'a pas de blog, il a une page Facebook personnelle, mais voilà, il n'a pas de blog ou de LinkedIn, toutes ces choses-là, non. Mais vous pouvez, voilà, si vous avez une question à lui poser, vous pouvez passer par la liste Arbuste, donc pour voilà, la liste Arbuste. Vous retrouverez voilà, toutes les infos sur le site aussi de Philippe Ruellen. Et en passant par Arbuste, voilà, vous pourrez lui poser des questions. Et je vous dis à bientôt.